Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de l'épisode consacré à l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail. Pour celles et ceux qui découvrent mes diaporamas commentés, je rappelle que vous pouvez retrouver tous les contenus précédents sur LinkedIn, Instagram et YouTube. Dans la première partie, j'ai détaillé la procédure d'inaptitude. Voyons à présent les obligations de l'employeur à la suite de la réception d'un avis d'inaptitude. Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l'employeur a l'obligation légale de rechercher un poste de reclassement. Ce poste de reclassement doit être compatible avec les préconisations mentionnées par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude. Juridiquement, il s'agit d'une obligation de moyens renforcés et non d'une obligation de résultat. Cela signifie que l'employeur n'est pas tenu de trouver un poste de reclassement, mais il doit mettre en œuvre tous les efforts possibles pour tenter de reclasser le salarié. Le ou les postes de reclassement proposés par l'employeur doivent d'une part être compatibles avec l'état de santé du salarié, c'est-à-dire avec les préconisations du médecin du travail, mais également être compatibles avec le niveau de formation du salarié. Si besoin, l'employeur doit proposer une formation au salarié afin que ce dernier puisse acquérir les compétences nécessaires pour occuper le poste de reclassement. L'obligation de formation porte cependant sur une formation de courte durée. En d'autres termes, l'employeur n'a pas l'obligation de proposer au salarié une formation pour un métier totalement différent du sien. Concernant le périmètre de la recherche de reclassement, il doit être effectué dans l'entreprise et dans les entreprises du groupe s'il y en a, situées sur le territoire national uniquement. La recherche de reclassement doit s'effectuer sur des postes disponibles, contrat à durée déterminée compris, le cas échéant, au besoin en prévoyant des mesures d'aménagement ou d'adaptation de ces postes pour répondre aux préconisations émises par le médecin du travail. La recherche de reclassement peut tenir compte des souhaits du salarié quant au périmètre géographique. Par exemple, si le salarié indique souhaiter rester dans sa région d'origine, l'employeur pourra proposer prioritairement un ou plusieurs postes de reclassement dans cette région. Il est important pour l'employeur de tracer sa démarche de recherche de reclassement. Il sera donc recommandé de proposer les postes de reclassement par écrit au salarié et de lui accorder un délai raisonnable de réponse, c'est-à-dire un délai de quelques jours. De plus, la proposition de reclassement faite au salarié doit être précise. Il conviendra par exemple de mentionner les fonctions, les tâches, la rémunération et le lieu de travail. Par exception, l'employeur peut être dispensé de toute recherche de reclassement. Pour cela, le médecin du travail doit expressément avoir mentionné dans l'avis d'inaptitude soit que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, soit que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, l'employeur ne recherchera pas de poste de reclassement et pourra procéder au licenciement du salarié inapte. Dans le cadre de sa démarche de recherche de reclassement, l'employeur doit consulter le comité social et économique. Lorsque ce dernier existe, bien sûr, c'est-à-dire en principe pour les entreprises d'au moins 11 salariés. L'employeur doit consulter le CSE après la constatation régulière de l'inaptitude et avant la proposition d'un poste de reclassement au salarié. Depuis 2016, il est admis que l'employeur ayant proposé un reclassement au salarié inapte sans avoir recueilli l'avis du CSE puisse régulariser la procédure en faisant une nouvelle offre de reclassement au salarié après avoir consulté le CSE. Lors de la consultation du CSE, l'employeur doit fournir toutes les informations nécessaires quant à la recherche de reclassement, telles que par exemple les conclusions du médecin du travail. Concernant les aspects pratiques, le CSE peut être convoqué par voie électronique et la consultation peut se tenir à distance, par exemple par le biais d'une conférence téléphonique. Lorsque l'employeur n'a pas procédé au reclassement du salarié dans un délai d'1 mois après la constatation de l'inaptitude, il a l'obligation de reprendre le versement du salaire du salarié. En pratique, le salaire est dû jusqu'au reclassement ou jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement.
il n'existe quasiment aucune exception à la reprise du versement du salaire. Par exemple, l'employeur doit reprendre le versement du salaire même si le salarié est de nouveau en arrêt de travail. Cela signifie que si le salarié bénéficie d'un arrêt de travail après la déclaration d'inaptitude, l'employeur devra tout de même reprendre le versement du salaire 1 mois après l'avis d'inaptitude. Le fait que le salarié soit encore en arrêt de travail à cette période ne modifie aucunement les obligations de l'employeur quant à la reprise de salaire. De même, l'employeur doit reprendre le versement du salaire même si le salarié bénéficie d'une pension d'invalidité ou d'une rente, accident du travail, maladie professionnelle. L'employeur ne peut donc pas déduire du salaire du salarié la pension ou la rente perçue. Récemment, les juges ont également admis que l'employeur doit reprendre le versement du salaire même si le salarié a retrouvé une activité professionnelle extérieure à l'entreprise et que par conséquent, il bénéficie d'une rémunération par ailleurs. L'unique exception à ce jour concerne les salariés bénéficiant d'un congé individuel de formation. Dans ce cas, l'employeur n'a pas l'obligation de reprendre le versement du salaire. Par ailleurs, l'employeur doit reprendre le versement du salaire même si la procédure de licenciement est en cours ou si le salarié a refusé un poste de reclassement. La deuxième partie de ce 4e épisode est terminée. J'espère que les réponses à ces questions vous seront utiles. Je vous retrouverai prochainement pour la 3e partie dans laquelle j'aborderai la question du licenciement du salarié en cas d'impossibilité de reclassement. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le diffuser et à le partager. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce contenu sur Instagram, YouTube et LinkedIn. Je remercie encore une fois Andy Trottin pour le montage de cette présentation et Julien Gentil pour la composition de la musique.